Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler rugby. On va faire le débrief des 3 rencontres du week-end, c'est-à-dire Pays de Galles, Irlande, Angleterre, Écosse, Italie, France pour finir. On parlera de ces 3 matchs. Débrief comme d'habitude de ce qui s'est un petit peu passé, les joueurs du match, et puis en fin de vidéo, les différents classements et le programme des prochaines journées, des 2 dernières journées de ce tournoi des 6 nations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette semaine de compétition. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, vous pouvez essayer de cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, sur les différentes vidéos dès leur mise en ligne. Je remercie les gens qui font cet effort. Pays de Galles, Irlande, premier match de la journée. Alors c'était la grande question de savoir comment le Pays de Galles allait réagir après le départ de Warren Gatland face à l'Irlande. C'était peut-être le match le plus déséquilibré sur le papier de cette journée, avec une équipe d'Irlande qui certes n'avait pas forcément fait un super match face à l'Écosse, mais avait réussi à gagner, et une équipe du Pays de Galles qui avait vraiment souffert face à la France et qui s'en était pas vraiment mieux sorti face à une pourtant faible équipe d'Italie, et qui avait même pris l'eau un petit peu sur cette rencontre, pris l'eau parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie sur ce match. Eh bien, on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé avec un match Pays de Galles-Irlande qui n'a pas été si facile que ça pour l'Irlande. Un match même très compliqué à gagner. Tout d'abord parce que le Pays de Galles a quand même fait des progrès, et c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce qu'il y avait un intérêt à prolonger Warren Gatland avant le tournoi destination, enfin les conserver, est-ce qu'il n'aurait pas fallu changer avant, même si on peut se demander est-ce que c'était dû au changement d'entraîneur ou est-ce que c'est juste une réaction d'orgueil. Il faudra voir sur les 2 derniers matchs de ce tournoi destination s'il y a un vrai changement du côté de ce Pays de Galles, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses quand même bien plus intéressantes que notamment face au match face à l'Italie ou au match face à la France, qui vous était vraiment passé complètement à côté de cette rencontre, et une équipe d'Irlande. Eh bien, je reste sur mon sentiment, cette équipe est battable, même si il faudra faire du bon rugby, notamment l'équipe de France, qui sera son prochain adversaire. Il faudra faire du bon rugby, mais cette équipe est battable. C'est-à-dire que cette équipe n'est pas invincible, comme on a pu avoir le sentiment auparavant. Sur les tournois précédents, on se disait « Ah, mais vraiment, cette équipe, elle produit du bon jeu, elle ne fait pas d'erreurs. » Cette équipe, désormais, commet des erreurs. Et on y reviendra également sur le débrief de cette rencontre. Donc un match qui a été très intéressant à suivre. Pourtant, quand j'ai vu... Pays de Galles-Irlande, il faut savoir que Pays de Galles-Irlande et Angleterre-Écosse, j'ai regardé les 2 matchs en simultané dimanche matin. Il faut savoir qu'en ce moment, le programme est très chargé sur la chaîne. Et c'est vrai que sur la fin de match, je prenais plus de plaisir presque à regarder Pays de Galles-Irlande, alors qu'Angleterre-Écosse était aussi un match à suspense. Mais je trouvais vraiment que ce Pays de Galles était assez alléchant et a proposé des très bonnes choses. On regarde un petit peu le plus ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché du côté du Pays de Galles. Ce qui a marché déjà du côté du Pays de Galles, c'est qu'on a réussi à faire plus de 2 passes d'affilée, parce que c'était le gros problème sur les matchs précédents. On serait cru sur Rugby 25 en train de regarder, parce que j'ai vu des extraits de vidéos de Rugby 25. Ouah, je me suis dit, dis donc, Rugby 08, c'était pas si mal au final. Allez, jeu de rugby, ça a toujours été compliqué. Rugby 08 à côté de Rugby 25, c'est un bon match, un bon jeu de rugby. Non, mais du côté du Pays de Galles, il y a eu des passes. On a fait des lancements de jeu, enfin. Parce que c'est ce qui manquait cruellement. Des lancements de jeu, on a réussi à transpercer la défense adverse. Ça aussi, ça n'avait pas été le cas sur les 2 matchs précédents. Donc on a été bien plus intéressant dans le jeu. Moi j'ai pris, sur les 2 premiers matchs, vraiment le Pays de Galles, j'avais pris aucun plaisir à voir l'équipe. Mais vraiment, le match face à l'équipe de France, je m'ennuie.
le match face à l'Italie, c'est vraiment une purge, et en plus avec un niveau de rugby qui est de mauvaise qualité. Alors certes, il y avait les conditions climatiques, mais pas seulement. C'était pas un très bon match de rugby. Et donc là, ils ont vraiment réussi à faire de très très bonnes choses sur cette rencontre, notamment sur les lancements de jeu, notamment sur les passes. Enfin voilà, c'était bien mieux. Par contre, ça manque d'automatisme, ça c'est ce que j'ai noté, c'est-à-dire qu'on sent qu'à des moments cette équipe est un petit peu perdue, mais il y a eu quand même pas mal de changements dans l'effectif. Donc il y a des petits jeunes qui ont été introduits dans cette équipe et ça manquait encore d'automatisme de ce côté-là. Beaucoup d'envie du côté de ce Pays de Galles, ça c'est ce que j'ai noté aussi. C'est vrai qu'on sentait qu'il y avait la niaque et on sentait qu'il y avait surtout presque un orgueil. C'était un peu la réaction d'orgueil. On a viré le sélectionneur. Ok, derrière, on veut montrer ce qu'on sait faire à un nouveau coach et on veut repartir sur un nouveau cycle après cet enchaînement de défaites et surtout montrer une meilleure image à nos supporters et voilà, montrer véritablement une meilleure image de ce qu'on sait faire par rapport à ce qu'on a montré jusqu'à maintenant. Donc beaucoup d'envie. Ce qui manquait, c'était un peu d'efficacité, encore une fois, du côté du Pays de Galles, notamment de l'efficacité défensive, où bon, des fois il y a des petits ratés quand même de ce côté-là, et puis un manque de puissance. Ça c'est réel, cette équipe du Pays de Galles manque cruellement de puissance, ce qui fait qu'ils mettent un temps fou à transpercer les lignes. C'est leur gros problème aujourd'hui du côté de cette formation. Donc voilà, il y a des bonnes choses. Il y a eu des choses un petit peu moins bonnes du côté de cette équipe du Pays de Galles. L'Irlande, désormais. Beaucoup trop d'approximations. Beaucoup trop d'approximations du côté de cette équipe d'Irlande. Beaucoup d'erreurs de main, mais beaucoup d'approximations dans le jeu. C'est-à-dire des plaquages manqués, ce qui n'est pas habituel du côté de cette équipe. En fait, comme lors du match précédent face à l'Écosse, j'ai eu le même sentiment. C'est une équipe qui est trop facile. C'est-à-dire, on a l'impression que cette équipe sait qu'elle peut battre n'importe quelle équipe européenne aujourd'hui. Donc, on ne fait pas plus d'efforts que ça. J'ai trouvé cette équipe trop facile, pas suffisamment impliquée, pas suffisamment concentrée du côté de cette équipe d'Irlande. Donc, ouais, déception de ce côté-là. Du côté de cette formation irlandaise, parce que j'étais pas habitué à ce qu'il y ait autant d'erreurs, autant de fautes aussi du côté de cette équipe qui a subi à certains moments, ce qui n'est pas habituel aussi pour cette formation. Mais ouais, déception pour moi du côté de cette équipe d'Irlande, parce que sur beaucoup d'aspects, j'ai trouvé que c'était loin d'être exceptionnel. Donc voilà, je m'attendais à mieux du côté de cette formation, à beaucoup mieux même, et j'ai été assez déçu de ce côté-là, mais comme j'avais été déçu lors du match face à l'Écosse et même du match face à l'Irlande, face à l'Angleterre, pardon, où ça n'avait pas été non plus excellent de ce côté-là, donc beaucoup trop d'approximations. Un jeu au pied, par contre, hyper efficace. Avec des Gallois qui ont vraiment été mis en difficulté sur tous les jeux au pied quasiment. Ils n'ont jamais réussi à trouver la solution. Et vraiment un jeu au pied très très bon sur cette journée de compétition. Et puis on va revenir aussi sur le bunker avec Ringrose qui s'est pris donc un carton rouge. Mais un carton rouge bunker, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il fasse 10 minutes, ce carton rouge, il a duré que 20 minutes. Enfin, au lieu qu'il dure jusqu'à la fin du match, on va dire, il a duré que 20 minutes, ce carton rouge. Ce qui n'est pas normal, cette règle-là, je suis d'accord avec Mathieu Lartaud, elle est incompréhensible et inutile. En quoi un carton rouge bunker serait serait une faute moins grave qu'un carton rouge direct? C'est un carton rouge. Donc pourquoi on fait une différenciation entre les deux? Ça reste une faute grave. Un carton rouge, c'est une faute grave. Donc soit on décide que tout le carton rouge, c'est plus que 20 minutes de suspension, ok, on peut changer les règles de rugby comme ça, mais là faire un 2 points de mesure entre un carton rouge directement donné et un carton rouge bunker, je vois pas trop l'intérêt, en sachant que si les arbitres de rugby savent pas aujourd'hui, ou les dirigeants surtout du rugby international ne savent pas qu'aujourd'hui on ne donne plus de carton rouge direct, quasiment, parce que tout passe par bunker, ce qui m'énerve terriblement, parce que je trouve que ça déresponsabilise énormément l'arbitre. Moi, je suis contre le bunker.
C'est-à-dire qu'à un moment, l'arbitre, il prend sa décision. S'il lui faut 2 ou 3 minutes pour prendre sa décision, il lui faut 2 ou 3 minutes pour prendre sa décision. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il prenne une décision. Là, le bunker, pour moi, c'est vraiment le « je ne prends pas de décision ». C'est pareil avec la VAR au foot, où c'est les arbitres de la VAR qui prennent les décisions à la place des arbitres terrain. Non, pour moi, le garant des respects des règles dans un match, c'est l'arbitre numéro 1. Et bien à un moment, il faut qu'il prenne des décisions. Et je trouve que c'est là le gros problème dans ce genre de situation, où on attend un peu trop que ça soit à droite ou à gauche, alors que non, les décisions doivent être prises directement à ce moment-là. Donc voilà, ça m'a énervé. Ce genre de choses m'énerve, voilà, et le bunker m'énerve terriblement, et ce carton rouge de 20 minutes m'énerve parce que ça n'a aucun sens qu'il y ait un carton rouge qui dure 20 minutes. En quoi une faute vue par où on met 10 minutes pour prendre la décision? En fait, le bunker, c'est quoi? C'est pas pour dire que les fautes sont moins dangereuses, c'est parce qu'on a des doutes sur une faute. Normalement, c'était fait pour ça, le bunker. Si on a un doute entre jaune ou rouge, on n'a pas un doute s'il y a faute ou il n'y a pas faute, c'est qu'on a un doute entre jaune ou rouge. Ça doit servir qu'à ça, le bunker. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en gros, toutes les fautes sont marquées carton jaune et ensuite on passe au bunker. Bon, voilà, je trouve cette règle inutile. Et ça devait, le bunker a été fait au départ pour accélérer les prises de décision et accélérer le rythme d'un match. Sauf que pour moi, ça ralentit le rythme du match parce que on passe déjà 2-3 minutes à dire bon, ok, on va faire jaune ou rouge, enfin jaune et on met bunker. Donc déjà, ça prend 2-3 minutes à la vidéo. Ensuite, donc vous avez les mecs au bunker qui vont revisionner ça pendant 5-6 minutes, qui donnent ensuite leur décision à l'arbitre. Donc ça repasse par l'oreillette, notamment pendant un arrêt de jeu. L'arrêt de jeu qui va durer parce que ensuite l'arbitre va redonner l'information aux joueurs, ce qui fait qu'au lieu de perdre que 2-3 minutes en décision soit jaune soit rouge, eh bien on perd 5-6 minutes avec le bunker. Donc j'ai jamais compris le fait que ça fluidifie le jeu, le bunker. J'ai toujours trouvé ça inutile. Les joueurs du match. Pour finir, du côté de cette rencontre entre le Pays de Galles et l'Irlande, donc gagné par l'Irlande 27-18. Moi j'ai mis le petit Rogers, l'ailier, du côté du Pays de Galles, parce que je l'ai trouvé très intéressant. On sait qu'il y a une culture, il y a eu quand même des très bons ailiers au Pays de Galles, il y en a toujours des très bons, je pense notamment à Josh Adams. Passer derrière n'est pas toujours simple. Et lui, je trouve qu'il s'en est très très bien sorti sur cette rencontre. Et puis moi, j'ai mis en flop Roland. Ouais, la deuxième... Alors, moi, j'ai connu la deuxième ligne du Pays de Galles quasiment invincible. Voilà, il y a encore quelques années, cette deuxième ligne, qui était l'une des plus belles deuxièmes lignes du monde, qui était vraiment infranchissable. C'est vrai que Roland Jenkins, ça fait un peu moins peur aujourd'hui. Du côté des attaques adverses. Du côté de l'Irlande, en flop, j'ai mis Hansen. Toujours pas convaincu, c'est vrai, par Hansen. Je trouve qu'on voit beaucoup l'eau, beaucoup plus l'eau en fait que Hansen. Et je trouve qu'il est assez inexistant, souvent dans les rencontres. Et puis j'irai en plus au Mahoney parce qu'il a eu un rôle. Il a fait peu d'erreurs par rapport au match précédent où je trouve qu'il avait un peu accumulé les erreurs. Je trouvais qu'il avait fait un bon match, Peter O'Mahony, très en vue sur cette rencontre. Allez, Angleterre-Écosse. Match qui s'est joué dans le Money Time. Angleterre-Écosse avec cette victoire de l'Angleterre sur un Finn Russell qui s'est raté. Moi, j'attendais cette rencontre pour voir si l'Angleterre était capable d'enchaîner après sa victoire face à l'équipe de France, pour voir comment serait la confiance de l'Angleterre face à une équipe d'Écosse où ils n'étaient pas passés loin au final face à l'Irlande. Il n'avait pas manqué grand-chose face à l'Irlande. Donc j'attendais vraiment cette rencontre. Et en plus, souvent, les Calcutta Cup ces derniers temps ont été très serrés. Il faut bien le dire, les matchs Écosse-Angleterre ont souvent été des matchs très intéressants avec des rebondissements. Donc j'attendais de voir ce qui allait se passer sur cette rencontre. Bon, du côté de l'Angleterre, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui est fort avec cette équipe d'Angleterre, on l'a vu déjà face à la France, c'est que ça plie, mais ça ne rompt pas.
Et encore une fois, ça a plié, mais ça n'a pas rompu. Voilà, cette équipe est très dure à battre parce qu'ils résistent énormément en défense. C'est-à-dire que les joueurs de devant sont quand même pas des manches et ça défend très très bien. Et notamment la troisième ligne. Alors, Curry, Earl, un peu moins Willis. J'ai un peu moins été impressionné par Willis. Mais ça fait quand même du très bon rugby défensivement. Avec Ito J également. Et ils sont durs à aller chercher, quoi. Tu sens qu'à plusieurs moments, l'Écosse peut aller marquer l'essai, sauf qu'ils ne trouvent pas la faille, quoi. Il n'y a vraiment pas la faille dans cette défense anglaise. Donc déjà, moi, ce qui me plaît, voilà, c'est que plie mais ne rompt pas. Par contre, il y a un vrai souci pour moi, c'est la vitesse de la défense. C'est pas suffisamment rapide. Et notamment, ils se sont fait avoir plusieurs fois sur les extérieurs. Par Ben White, par Van der Merwe, c'est par les extérieurs que le début de ces actions-là commence. Donc il faut vraiment qu'ils travaillent là-dessus. En fait, ils essayent de faire des montées très agressives. Vraiment. Ils sont hyper agressifs sur leur montée défensive. Sauf que des fois, c'est un peu too much. On pourrait dire. C'est pas toujours dans le bon timing. C'est too much parce que des fois, il y aurait peut-être mieux à faire que ça. Et surtout, ouais, il y a un vrai problème de défense sur les extérieurs. À plusieurs reprises, je me suis dit, bon, voilà, la défense sur les extérieurs, elle n'est pas là du tout, quoi. Donc, des fois, il aurait fallu peut-être être moins agressif dans ce genre de situation et être, voilà, un peu plus, faire un peu plus simple ou, ouais, être un peu moins agressif, laisser peut-être un peu plus venir l'adversaire. Parce qu'à des moments, ils perdent 15-20 mètres parce qu'il y a une percée adverse. Et la percée, c'est parce qu'en fait, il y a un trou dans la défense. Et à plusieurs reprises, on a vu sur les extérieurs des trous dans la défense qui ont été extrêmement bien exploités par les trois quarts écossais. Mais tu sais, la qualité des trois quarts écossais, il ne faut pas leur laisser beaucoup de place pour qu'ils soient efficaces, ces trois quarts-là. Donc, ouais, beaucoup de problèmes de vitesse de défense et des soucis également de sortie de balle. Ça allait pas très vite. Ça allait pas très vite du côté des Anglais en première mi-temps. Voilà, ils avaient du mal à créer un petit peu du dynamisme dans leur jeu de passe. Et souvent, donc, ils étaient obligés de passer par du jeu au pied parce que, en fait, ils trouvaient pas vraiment la solution. Donc, ouais, avec des ballons qui étaient. Ils avaient du mal à mettre de la vitesse dans le ballon. Mais encore une fois, plie mais ne rompt pas. Je t'avais déjà marqué dans le match face à la France. Voilà, c'est une équipe qui plie, mais qui est quand même dure à aller battre. C'est une équipe qu'il faut aller chercher et elle n'est pas évidente à aller chercher cette équipe d'Angleterre. Et puis le banc, c'est encore le banc qui t'apporte la victoire. Pour le moment, le sélectionneur anglais, Borthwick, arrive à faire un banc de qualité. Et là, c'est vrai que ton banc, c'est lui qui t'amène le dynamisme sur la fin de match. Et comme face à l'équipe de France, où la deuxième mi-temps avait été bien meilleure que la première, là, je trouvais que la deuxième mi-temps de l'Angleterre était vraiment bien plus efficace. Donc là, c'était très intéressant pour moi encore la qualité de ce banc. L'Écosse, toujours la qualité des trois quarts. Bon, voilà, la vitesse des trois quarts écossais, ça reste voilà, agréable et impressionnant à voir jouer. Cette équipe a ce don-là, oui, sur les trois quarts. C'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à être efficaces dans ce domaine-là. Et ouais, ça reste toujours impressionnant à voir. C'est-à-dire les trois quarts écossais, oui, c'est du très très beau rugby. C'est vraiment ce que j'aime voir. Voilà, c'est vraiment des très bonnes choses dans le jeu. Moi, j'ai bien aimé la défense aussi. Parce qu'en deuxième mi-temps, vraiment, les Anglais cravachent énormément et la défense tient vraiment pas mal. Les Anglais ont quand même du mal à trouver des solutions, notamment la défense au sol, qui a été très bonne de la part des Écossais. C'est-à-dire que les Anglais ont vraiment très peu trouvé la solution parce que les ballons étaient énormément ralentis. Et ça a été vraiment une galère pour les Anglais dans ce domaine-là. Bon, par contre, c'est une équipe qui est toujours on-off. C'est-à-dire qu'à des moments, ils ont du mal à tenir 80 minutes quand même, les Écossais.
C'est-à-dire, ils ont toujours des moments plus faibles. Ils ont du mal à être réguliers sur toute la durée d'un match. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils sont capables de faire des choses très intéressantes. Bon, là, sur ce match-là, ça a été compliqué. Et il y a des moments, deux passes, t'as l'impression que c'est un calvaire. Et ça, c'est vraiment surprenant. Ce manque de régularité dans les rencontres, mais j'ai envie de dire que depuis, enfin cette Écosse-là, c'est comme ça depuis quand même quelques années. J'ai depuis 2012, 2013, 2014, c'est comme ça. Ça fait quand même de nombreuses années que c'est comme ça du côté de cette équipe écossaise. Donc beaucoup de problèmes dans ce domaine-là, ce qui énerve au bout d'un moment, très clairement. Donc c'est trop on-off. Un gros manque d'énergie pour moi en fin de match. Vraiment sur la fin, j'ai trouvé que c'était quand même très poussif. Des fautes en défense, mais en toute fin de rencontre aussi par manque d'énergie. C'est vrai que j'ai trouvé autant le banc anglais a beaucoup apporté, autant le banc écossais, c'était quand même beaucoup moins le cas. Et puis le jeu au pied qui a été catastrophique. En fait, Finn Russell qui te plombe ton équipe parce que le jeu au pied, bon bah oui, hein, il rate tout aujourd'hui, Finn Russell. Et aussi les prises de risque. Sur un match comme ça, en fait, tu peux pas à chaque action vouloir faire l'action du siècle, quoi. Et c'est le problème de Finn Russell, c'est que tu as l'impression que dès qu'il a la balle, il veut faire l'action du siècle. L'action qui va être reprise sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Sauf que tu peux pas y arriver à chaque fois. À chaque fois, tu peux pas faire l'action du siècle. Et tu as l'impression qu'à chaque fois, Finn Russell veut faire ça. Ce qui m'énerve avec Finn Russell, on sait qu'il a des grandes qualités, ok d'accord, mais il y a un moment, il faut un peu plus de justesse dans le jeu. Et ça, c'est le gros problème de Finn Russell. À chaque fois, il veut faire l'action du siècle. Bon, oui, mais t'en fais une fois dans un match, deux fois. Tu fais pas des actions incroyables tout le temps. Et il faut être plus... ouais, c'est trop foufou à des moments, quoi. Alors, Finn Russell, il y a des moments, ça m'énerve, quoi. Je me dis, mais pourquoi tu veux faire autant compliqué, quoi? Fais plus simple, fais plus simple, fais plus simple, fais plus simple. Eh ben, ouais, sauf que c'est pas suffisamment le cas. Voilà, du côté de Finn Russell. Et puis, oui, le jeu au pied, que ça soit pour les transformations, ça c'est clair et net, et les pénalités, mais aussi le jeu au pied concrètement dans le jeu, qui n'a pas été réussi de la part des Écossais. Bon, et puis l'efficacité, mais ça c'est d'un côté comme de l'autre, j'ai trouvé que ouais, il y a un manque d'efficacité, c'est pas des équipes de tueurs quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aller marquer l'essai, ce qu'a réussi à faire la France face à l'Italie, ce qu'arrive à faire l'Irlande, ce sont pas des équipes de tueurs quoi. À un moment, il faut aller marquer l'essai, c'est bien de se faire des passes, mais il y a un moment, il faut y aller quoi, il faut trouver la solution, et ça manque d'efficacité. Bon, du côté de l'Angleterre, je confirme, hein, Marcus Smith. Vous savez que j'aime bien ce joueur. Non, pourquoi je mets Marcus Smith Pour moi, c'est son meilleur match avec l'Angleterre au poste d'arrière. J'ai toujours trouvé qu'au poste d'arrière, il avait du mal Marcus Smith. Moi, je le trouvais mieux au poste d'ouvreur. Sur ce match-là, le coach m'a fait mentir. J'ai trouvé qu'il fait un super match en tant qu'arrière. Donc, c'était très intéressant. Du côté de cette équipe d'Angleterre, comme il y a 2 semaines, Select Me, un peu transparent, et surtout transparent, je trouve, comparé à Elliot Daly, à son remplaçant. C'est-à-dire qu'il est remplacé par Daly, on a beaucoup plus vu Elliot Daly, au final. Donc ouais, très transparent, je trouve. Donc ouais, je suis pas convaincu par ce joueur. Du côté de l'Écosse, Russell, 0-3 au pied, tu rates la transformation de la gagne. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Parce qu'au final, l'Écosse marque 3 essais, mais ne marque que 15 points. Donc oui, ça coûte très cher. Et l'Écosse aurait pu marquer plus d'essais pour moi. Il y a des actions où vraiment Russell te plombe le match. Mais encore une fois, Russell, il est capable du meilleur comme du pire. Là, on était dans le pire. Et puis en plus, Van der Merwe, moi, il m'impressionne toujours. Alors, c'est vrai que Van der Merwe, je le dis toujours, c'est pas le mec le plus... Il est très représentatif de cette équipe d'Écosse parce qu'il y a un match où il va être fantastique et parfois pendant 2-3 matchs, tu vas pas le voir. Mais par contre, les matchs où tu le vois, c'est un joueur qui est exceptionnel, Van der Merwe, dans cette capacité à esquiver les plaquages. Non, c'est à jouer le long de la ligne de touche, il y a quand même peu de joueurs qui sont aussi efficaces que Van der Merwe.
On termine avec le dernier match de cette troisième journée de compétition entre l'Italie et la France. Un match que j'attendais, voir comment la France allait réagir après sa défaite face à l'Angleterre, une défaite qui a fait mal dans les têtes. Et puis j'attendais surtout de voir l'Italie parce que les deux premières rencontres de l'Italie ne m'avaient pas enchanté du tout par rapport à l'Italie de l'an dernier. Vous le savez, hein, je l'avais très clairement dit sur les deux premiers matchs, notamment le match face au Pays de Galles, que j'avais trouvé que c'était une purge complète, cette rencontre. Donc vraiment, j'attendais de voir comment cette équipe allait aussi s'en sortir face à la France, surtout que l'an dernier, il y avait eu un très beau match nul. Et ça a été un petit peu compliqué pour cette équipe d'Italie. Parce que oui, l'écart est abyssal. Et pourtant, l'équipe de France ne fait pas un match parfait. C'est ça qui est assez surprenant. C'est que l'équipe de France, en ratant des choses, marque quand même 73 points à cette équipe d'Italie. Et dans un stade comble de l'Olympico. Et on sait que l'Italie, ils veulent toujours nous taper. Hein, donc ils mettent beaucoup d'énergie, très clairement. Ils sont ratés, mais... Comme sur les deux premiers matchs, c'était déjà pas fantastique, pour l'instant, c'est pas un très bon tournoi que nous propose l'Italie. Moi, j'ai été, très déçu par les matchs. J'ai pas aimé ce que j'ai vu dans le contenu de l'Italie. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Parce que offensivement, par rapport à ce qu'ils arrivaient à faire l'an dernier, c'est pauvre. Et c'est surprenant sur son destination, parce que l'an dernier, il y avait vraiment des lancements de jeu très intéressants. Tu sentais que c'était encore un peu neuf, mais tu te disais avec un an de plus dans les pattes, ça aurait de la gueule. Là, c'est le néant. C'est vraiment le néant complet du côté de cette formation. Moi, je suis assez surpris de ce que j'ai vu, parce que là, il y a rien. Il n'y a rien du tout dans cette équipe d'Italie. Ils s'en prennent plus que... Enfin, offensivement, c'est quand même des actions individuelles. En gros, c'est des actions individuelles qui permettent à la France d'être transpercée. Et encore une fois, une équipe de France loin d'être exceptionnelle. Et derrière, il y a des trous dans la raquette. En défense, ça défend bien, hein, on va dire. C'est une équipe qui plaque beaucoup, qui rate peu de plaquage. Mais des fois, il y a des trous dans la raquette qui sont énormes. Il y a des trous très, très impressionnants dans la raquette. Et ça, c'est quand même un petit peu problématique. Ouais, et puis beaucoup de fautes. Non, j'ai pas aimé le match de l'Italie. Hein. En gros, la réalité, elle est là. J'ai trouvé que c'était bien plus faible que ce que cette équipe avait réussi à faire l'an dernier. Donc assez déçu par cette équipe italienne qui vraiment m'inquiète, parce que je me dis, bon, le match face au Pays de Galles, mais ils sont quand même tombés face au Pays de Galles qui était vraiment au fond du trou à ce moment-là, qui savait que Warren Gatland allait partir. Et surtout une équipe du Pays de Galles sous la pluie dans un match un peu bourbier, et ils ont quand même du mal à s'en sortir sur cette rencontre-là. Le match face à l'Écosse, où ils prennent un peu l'eau quand même. Enfin, l'Écosse s'impose sans trop de difficultés sur ce match-là. Et c'est vrai que je me disais, le match face à la France, ils peuvent vraiment essayer d'en profiter sur le début de match, essayer de cravacher énormément et essayer de nous mettre la pression. Ouais, ils le font un peu sur les 20 premières minutes, mais en fait, au bout de 20 minutes, tu sens qu'ils ne seront pas en capacité de tenir. Donc ça, c'est quand même dommageable. Du côté de la France, trop de fautes de main en début de match. Les 30 premières minutes, il y a même 2 essais qui sautent pour des en avant, mais il y a beaucoup trop de fautes de main. C'est pas bien fait, vraiment. Ensuite, on manque d'efficacité sur ce début de match. Ça a été mieux en deuxième partie de rencontre, mais aussi quand les Italiens ont vraiment baissé le rythme. C'est là où on arrive à accélérer le jeu, mais parce que les Italiens ont vraiment baissé de tempo. Avec beaucoup
Bon, on a été fort, on a été très puissant, c'est vrai que les avants font encore la différence. Beaucoup de vitesse également du côté des joueurs, toujours des ailiers aussi efficaces. Pourtant, il n'y avait pas Damien Penaud, mais ça marche toujours sur cette rencontre. Mais encore pas mal de plaquages ratés. Il y avait une statistique, je crois que c'est au bout de 20 minutes de jeu, où l'Italie a fait 53 plaquages pour 5 ratés, la France en fait 23 ou 24 pour 6. Je ne sais pas si vous avez vu cette statistique-là. Ça montre que, encore une fois, on rate notre entame de match et qu'on n'est pas suffisamment bon. Ensuite, quand c'est décousu, on a réussi à beaucoup plus s'en sortir grâce au talent individuel de cette équipe. Mais collectivement, je ne suis pas convaincu par ce match. Et pourtant, voilà, tu gagnes avec 73 points, mais même en gagnant avec 73 points, je ne suis pas convaincu par ce qu'a fait cette équipe de France. Il m'en manque encore. Là, je me dis pas, l'équipe de France va taper l'Irlande. Et pourtant, je trouve une Irlande qui est battable. Mais non, parce qu'il y a encore des erreurs. Il y a encore trop d'erreurs. Et qui sont frustrantes et énervantes quand on est supporter de cette équipe. Attentiste en défense aussi, j'ai trouvé. Très attentiste sur certaines actions. Alors là, oui, la défense, je ne l'ai pas trouvé exceptionnelle. Parce que l'Italie ne fait pas non plus des actions incroyables, quoi. Et pourtant, il nous en marque plus de 20. Donc non, c'est... Certes, on pourrait se dire, ah, la victoire est exceptionnelle parce qu'on en colle 73 à l'Italie. Mais en fait, c'est surtout parce que l'Italie s'est bien plantée sur ce match. Moi, je n'ai pas trouvé que cette équipe ait été fantastique. Et pour moi, la France n'a pas fait un grand match, et surtout l'Italie qui a fait un mauvais match sur cette rencontre. Bon, top flop du côté des joueurs. Menoncello du côté de l'Italie en top. C'est l'un des rares qui a surnagé jusqu'à son KO. Parce qu'après, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais Menoncello, c'est l'un des rares qui arrive à exceller un petit peu. En flop, Gezi, mais j'aurais pu en mettre plus. Parce que vraiment, il y a quand même une partie de l'Italie qui passe à côté de cette rencontre. Et encore une fois, par rapport à ce qu'on avait vu l'an dernier, il y a quand même des grosses différences, je trouve. Du côté de la France, Moefana, il fait encore un gros match. Non, un match très solide. Vraiment, il a été très bon. Avec également, moi j'ai noté du côté de cette équipe de France, Atisongbe, qui fait Atisogbe, hein, oui, je dois le prononcer très mal, mais qui fait également une belle rencontre. Qu'on voit de nombreuses reprises, qui a réussi à gratter notamment le ballon en tout début de match, et qui a été très présent pendant tout le match. J'aurais pu mettre également Louis Barré, qui a été très efficace derrière. Je me dis même que Ramos a peut-être des soucis à se faire, parce que Barré, c'est quand même pas mal du tout. Et puis, pour moi, Boudéan en flop. Ouais, je trouve qu'il a été en difficulté à plusieurs reprises, notamment hors jeu. À un moment, il a fait en plus des fautes un petit peu bêtes en début de match. Donc, ouais, j'ai pas trouvé Boudéan exceptionnel sur cette rencontre. Eh bien, tout de suite, on regarde les différents classements et le programme de la prochaine journée de ce tournoi Destination. Pour finir cette vidéo, on regarde le classement de ce tournoi Destination. Eh bien, l'Irlande a certes gagné une 3e victoire, donc peut toujours partir sur le Grand Chelem, mais il faudra aller chercher le Grand Chelem. Parce qu'en cas de défaite, la France n'est pas très loin, et avec un average goal qui est plus favorable, grâce à 2 victoires importantes face au Pays de Galles et face à l'Italie. L'Angleterre, elle se retrouve 3e avec 2 victoires, mais pour le moment, l'Angleterre a eu des victoires plus légères, on va dire, face aux autres nations. L'Écosse est 4e, devant l'Italie, donc là il y aura peut-être aussi un match entre ces deux nations à distance, hein, parce que l'Écosse a déjà joué face à l'Italie, en sachant que la France a toujours eu du mal à battre l'Écosse, et puis le Pays de Galles pour le moment dernier, mais avec le changement d'entraîneur, on attendra de savoir
si sur le prochain match, ça sera une équipe si facile que ça à battre, parce que les Irlandais se sont quand même un petit peu cassés les dents. Du côté des rencontres, lors du prochain week-end, eh bien samedi 8 mars, on aura un gros match pour démarrer, un choc entre l'Irlande et l'équipe de France. Donc il faudra être au top le samedi 8 mars. Écosse, Pays de Galles, ça sera à 17h45, donc juste après. Et puis on aura Angleterre-Italie, où l'Italie devra essayer de se relancer. Mais à Twickenham, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, ces 3 rencontres qui auront lieu le 8 et le 9 mars. Et puis on peut déjà parler un petit peu de la dernière journée de compétition qui aura lieu le samedi 15 mars avec Italie-Irlande, Pays de Galles, Angleterre et France-Écosse pour finir. Toujours un match compliqué, le France-Écosse, qui sera le dernier match où l'objectif, eh bien, ça sera de faire la différence en connaissant déjà le résultat de l'Irlande auparavant. Donc si l'Irlande a déjà tout gagné, ça peut être un match complètement foufou parce que on n'aura plus rien à perdre, on va dire. Et sinon, ça peut être un match beaucoup plus tendu si on peut aller chercher la victoire sur ce tournoi des 6 nations. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!